Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode consacré à l'apprentissage de l'assembleur Z80 sur l'Amstrad CPC. Pour rappel, le but de cette série de vidéos est de vous apprendre à développer des petits jeux en mode caractère sur cette machine. Avant d'aborder l'épisode, nous allons revenir sur une notion que nous avions vue lors de l'épisode précédent. En effet, je vous avais parlé du paper qui redéfinissait le fond de l'écran. Alors c'est une erreur, le paper ne sert qu'à modifier le fond de l'endroit où l'on écrit, et pas l'intégralité de l'écran. Si l'on souhaite modifier la couleur du fond d'écran, il faut en fait modifier le ink qui se trouve à l'indice 0, c'est-à-dire si je fais ink 0, par exemple une valeur 3, j'ai mon fond d'écran qui se modifie intégralement. Je n'ai pas besoin de faire un CLS ou quoi que ce soit, là ça marche directement. Voilà, que si je modifie uniquement, par exemple, le paper, voilà, le paper n'agira que sur le fond de mon écriture. Merci aux personnes de me l'avoir signalé, et nous allons pouvoir maintenant reprendre le fil de l'épisode. Dans cet épisode, nous allons voir comment déplacer un caractère à l'écran. Nous avons vu dans l'épisode numéro 3 comment on faisait pour afficher un caractère à l'écran à des coordonnées que l'on souhaitait. Eh bien, nous allons repartir de cette base-là et nous allons enrichir le programme avec maintenant un système de déplacement. Nous allons repartir sur le squelette suivant. On place notre programme à l'adresse E4000. Ensuite, on va changer un petit peu, on va se placer en mode 0. Pour cela, on charge dans le registre A la valeur 0 et on appelle notre vecteur pour changer le mode d'affichage. Ensuite, on va charger la variable xPlayer dans A et yPlayer aussi pour donc déterminer la coordonnée d'affichage de notre caractère. Et ensuite, on charge dans le registre A le caractère ASCII 224 que nous allons afficher ensuite avec le vecteur EBB5A. Et ici, nous avons l'initialisation de nos variables concernant l'affichage de notre joueur, avec 10 et 12 qui correspondent au milieu de l'écran. Voilà ce que ça va donner pour l'instant. Nous allons maintenant modifier notre code et y ajouter le système de déplacement. Comme on va être amené à afficher le joueur de manière régulière, on va déplacer notre code correspondant à l'affichage dans une fonction. On va appeler notre fonction affiche perso. Donc on se place après le ret. Et on va reprendre notre code. Voilà, j'ai terminé de créer ma fonction affiche perso. J'ai remis le code ici et je termine par arrête. Et donc dans mon programme, je vais donc appeler ma fonction. Voilà, ça fonctionne. Je viens de terminer ma fonction pour afficher mon personnage. Comme il va se déplacer, je vais avoir aussi besoin d'une autre fonction qui, elle, va se charger de faire l'effacement du personnage à l'ancienne coordonnée au moment où je vais le déplacer. On va donc créer pour cela une nouvelle fonction que l'on va appeler efface perso. L'avantage, c'est que le code reste exactement le même. Donc on va pouvoir reprendre l'existant. Hop, le ret à la fin. La seule subtilité, c'est que à la place du caractère 224 affiché,
on va mettre un espace. Alors, soit on met un espace entre guillemets, soit on peut mettre le code 32, le caractère ASCII de l'espace. Maintenant, on va créer une boucle infinie. Cette boucle aura comme but le fait de gérer la répétition des déplacements de notre caractère. Voici l'algorithme de notre boucle de jeu. Dans cette boucle, nous allons dans un premier temps tester le clavier. Ensuite, nous allons vérifier si l'utilisateur presse une touche. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on efface le caractère à l'endroit où il se trouve, on modifie les coordonnées du personnage et on affiche le caractère aux nouvelles coordonnées. Et ensuite, on revient au début où on teste de nouveau le clavier et ainsi de suite, ainsi de suite. Si l'utilisateur ne presse pas de touche, dans ce cas-là, on revient ici et on teste de nouveau le clavier, etc., etc., etc. Je vais donc revenir dans mon code. Et après le premier affichage perso, c'est ici que je vais créer ma boucle de jeu. On va l'appeler boucle jeu. Et pour faire une boucle infinie, on va simplement faire un JP, qui pour rappel est l'équivalent du goto du basique. Ma boucle est prête, je vais mettre dedans maintenant le code qui va permettre de tester le clavier. Pour tester le clavier, on va utiliser un vecteur. Ce vecteur, c'est EBB1B. Voici le descriptif du vecteur. Teste si une touche est enfoncée. Cette routine n'attend pas et doit être placée dans une boucle d'attente. Effectivement, contrairement à d'autres vecteurs comme le BB18, etc., l'utilisation de ces vecteurs vont placer l'ordinateur en mode pause en attendant que vous appuyez sur une touche. Donc ces vecteurs-là ne nous intéressent pas. On va prendre celui-ci car il correspond exactement à nos attentes. Cette routine se différencie de BB09 par le fait qu'elle renvoie le numéro de la touche correspondant aux indications gravées sur le boîtier de votre CPC 6128. Et donc pour un clavier AZERTY, la touche A correspond à 67. C'est-à-dire que dans le registre A, nous allons récupérer le code de la touche qui est enfoncée, ce qui va être nécessaire pour tester si on se déplace à gauche, à droite, en haut ou en bas. Là où on nous l'indique, si une touche est pressée, carry égale 1. Carry, pour rappel, c'est un flag qui est dans le registre F. Et l'accumulateur, le registre A, va avoir dedans le numéro du caractère. On place notre vecteur au début de notre boucle. Ensuite, je vais tester quelle touche est enfoncée. Comme on récupère le code de la touche dans le registre A, on va pouvoir utiliser la commande CP pour faire le test. Puisque pour rappel, le CP, compare, va comparer la valeur qui se trouve dans le registre A. Alors, quelle touche je vais utiliser pour tester les déplacements? Je vais utiliser les touches de flèche directionnelle que l'on a sur le clavier. Voici la table ASCII de l'Amstrad CPC. Je vais utiliser les flèches directionnelles. Celles-ci correspondent au code 240 à 243. On met la commande CP et ensuite on met le code de la touche. Si on presse la touche de gauche qui correspond au code 242, l'ordinateur va faire une soustraction, il va faire 242 moins ce qu'il y a dans le registre A, c'est-à-dire 242. Dans ce cas-là, ça va porter la valeur à 0, ce qui fait que mon flag Z, qui se trouve donc dans le registre F, va se mettre à 1. Eh bien, c'est ce que nous allons tester justement pour déclencher l'activation du déplacement à gauche. Pour cela, on va réutiliser la fonction call, puisqu'on va faire appel à une fonction pour gérer le déplacement à gauche. On teste le flag Z s'il est à 1, et nous allons appeler la fonction gauche. Je vais me placer après les fonctions affiche perso et efface perso, et c'est ici que je vais créer ma fonction gauche. Comme je vous le disais en ce qui concerne l'algorithme, une fois que la touche est pressée, en premier, on va effacer le caractère à l'endroit où il se trouve, puis on va modifier les coordonnées, et ensuite on affiche
le caractère aux nouvelles coordonnées. Dans ma fonction gauche, j'appelle ma fonction efface perso. Si je veux déplacer mon personnage à gauche, je vais donc devoir modifier l'une des variables xPlayer ou yPlayer. Donc dans le cas de mon déplacement à gauche, c'est la variable xPlayer que je vais devoir modifier. Je charge dans A mon xPlayer et ensuite je vais enlever 1 à la valeur qui se trouve actuellement dans la variable xPlayer. Pour cela, je vais utiliser la commande dec qui permet de décrémenter ce qui se trouve dans le registre A et ça décrémente de 1. Une fois que j'ai décrémenté mon registre A, je vais le recharger dans la variable xPlayer. Maintenant que j'ai actualisé la coordonnée, j'affiche le perso. Et je termine ma fonction par un ret. Voyons ce que cela donne. Mon personnage s'affiche bien au centre. Si j'appuie sur la touche de gauche, mon personnage se déplace bien. Je vais maintenant faire la même chose pour la droite. Je reviens dans mon code principal. Après avoir testé la commande gauche, si ça n'est pas la touche effectuée, on va comparer avec la valeur 243. J'ai indiqué dans ma boucle de jeu que je souhaite comparer avec la valeur 243 et si la touche est pressée, j'appelle ma fonction droite. Je vais là aussi reprendre le code que j'avais fait pour gauche. Je modifie ici. Dans le code à l'intérieur, on va simplement venir changer ici le dec, puisqu'on ne décrémente pas dans ce cas-là, on augmente la valeur de x. Et pour augmenter, on utilise la commande inc pour incrémenter ce qu'il y a dans le registre A. Pour le reste, on ne change rien. Voyons ce que cela donne. La gauche fonctionne, la droite fonctionne aussi. Toutefois, il y a un petit souci. Effectivement, si à l'écran on peut voir que cela fonctionne, qu'est-ce qui se passe si j'arrive au bord de l'écran et que je vais plus loin? Ah, vous avez vu, mon caractère s'est affiché de l'autre côté. Et à partir de là, au niveau du clavier, que j'appuie sur gauche ou que j'appuie sur droite, mon personnage ne se déplace plus comme je le souhaite. Il va donc falloir modifier notre code et intégrer des tests supplémentaires pour voir si nous atteignons les bords de l'écran. Et dans ces cas, si nous atteignons les bords, il va falloir éviter de prendre en charge le déplacement. Pour tester le déplacement et voir si on peut l'effectuer, on va se replacer dans nos fonctions. Une fois que j'ai appuyé sur la touche, j'efface mon personnage, et ici je charge dans A ce qu'il y a dans xPlayer. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tester à cet endroit si je suis au bord de l'écran. Et pour cela, je vais de nouveau utiliser la commande cp et je vais la comparer par rapport à la valeur du bord d'écran, c'est-à-dire si j'atteins la coordonnée 1 en x. Si c'est le cas, je dois ignorer mon déplacement. Il existe plusieurs possibilités de code. Pour ma part, je vais dire que si mon flag Z est de nouveau à 1, je vais sauter un endroit précis de ma fonction.
que je vais appeler suite gauche. Et ce suite gauche, je vais le placer après mon deck. On va modifier un petit peu pour rendre le code un peu plus lisible. Je teste si j'atteins 1 au niveau de ma coordonnée X. Si c'est le cas, dans ce cas-là, mon flag Z se met à 1 et je saute directement à suite gauche. Ce qui fait que je ne décrémente pas mon registre A et ce qui fait que je reste à 1 au niveau de la valeur dans A et donc dans Xplayer. On va tester ceci. Je déplace, je vais jusqu'au bord de l'écran. Et là, j'ai beau appuyer sur la touche de gauche, mon personnage ne dépasse pas le bord de l'écran. Je vais pouvoir appliquer cette recette sur mon autre fonction pour la droite. Je compare mon X avec la valeur 20. Alors pourquoi la valeur 20? Je suis en mode 0, et dans le mode 0, une ligne fait 20 caractères. Je le compare avec la valeur 20. Là aussi. Hop, voilà. Et on va faire suite droite. On va de nouveau tester. Ok, mon personnage ne va pas plus loin. Sur la base de ce modèle, je vais pouvoir maintenant créer des fonctions pour la gestion du haut et du bas. Je crée ma fonction haut. Là par contre, je vais charger dans A ma variable YPlayer, puisque là nous allons nous déplacer dans le sens de la hauteur. Lorsque je vais atteindre le haut de l'écran, là aussi je vais tester et il ne faut pas que je dépasse la valeur 1. Je garde mon deck A. Et ici, on va mettre suite haut. Et je recharge ensuite mon YPlayer dans A. Je vais reprendre ce code-là. Et on va faire maintenant la gestion du bas. Dans mon CP, je vais comparer la valeur 25, puisque en mode 0, ou que ce soit dans les autres modes, en mode caractère, nous avons 25 lignes. Voilà. Je passe à la suite bas, et par contre, ici, j'augmente, j'incrémente mon registre A. Bien, maintenant que j'ai terminé mes fonctions, je n'ai plus qu'à rajouter ici les tests. Donc CP240. Le 240 correspond à la touche haut. Et enfin, 241 pour le bas. On teste. À gauche, à droite. Si je vais en bas. Et si je vais en haut. Ok, ça fonctionne. Donc là, on pourrait considérer que l'on a terminé. Alors toutefois, il y a quand même deux axes d'amélioration possibles.
La première, déjà, c'est la réponse du clavier. À savoir que si par exemple j'appuie et que je garde une touche appuyée, par exemple le haut, on va voir que lors du premier déplacement, voilà, le personnage se déplace, et ensuite, avec le phénomène de répétition, la répétition va se déclencher et le personnage va se déplacer de manière répétitive. Ça, on peut modifier cette façon à ce que le clavier réponde à l'aide d'une commande. Il existe un vecteur qui permet de modifier la réponse du clavier. Ce vecteur, c'est le vecteur bb3f. Que nous dit-il? Réglage des temps de réponse et de répétition du clavier, c'est l'équivalent du speed key en basique. On place dans H le temps avant la première répétition, et ensuite dans L, la vitesse de répétition. Alors, je vous laisserai tester les différentes valeurs, car c'est pas forcément évident. Moi, dans les tests que j'ai réalisés, et c'est en fonction de toute façon de l'appréciation de chacun, moi, en mettant dans H la valeur 5 et dans L 3, j'ai trouvé que le temps de réponse était correct. On va revenir sur le début du code, par exemple ici. On charge dans H la valeur 5, puis dans L la valeur 3, et on appelle notre vecteur EBB3F. Voyons ce que cela donne. Voilà, je n'ai plus ce phénomène de au premier déplacement, au premier déplacement, puis après la répétition va se déclencher. Là, tout de suite, mon personnage répond mieux. Du moins, pour ce qui me concerne. L'autre axe d'amélioration serait le fait de réduire le clignotement que l'on peut constater lorsque, justement, le personnage se déplace. Il existe un vecteur qui permet de rendre le déplacement plus fluide, de réduire le phénomène de clignotement. Ce vecteur, c'est le vecteur EBD19. Synchronisation avec le CRTC. Le CRTC étant le circuit vidéo de l'Amstrad. Appelé BD19 revient à demander au CPC d'attendre que le balai qui génère l'image à écran soit arrivé derrière le moniteur. Il n'y a pas de condition d'entrée, il n'y a pas de valeur à afficher, on appelle simplement le vecteur et c'est lui après qui se charge du reste. Alors pour ma part, je n'ai jamais trop su à quel endroit du code l'intégrer. Alors peut-être que certains pourront me conseiller dans les commentaires là-dessus. On va quand même faire un essai. J'avais essayé en le plaçant ici à la fin de ma boucle. Sachant que le BD19, c'est l'équivalent en basique du frame pour ceux qui programment en basique. On va de nouveau faire un test. Alors pour ma part, je trouve que l'affichage est un petit peu plus fluide. Le clignotement semble un petit peu moins prononcé. Nous voilà arrivés à la fin de ce 5e épisode. Nous avons vu comment déplacer un personnage à l'écran et ensuite nous avons vu comment aussi faire en sorte qu'il ne dépasse pas un certain cadre. Cette notion de test va nous servir justement pour la prochaine fois puisque nous allons aborder l'interaction avec les autres éléments du jeu, que ça soit des ennemis, que ça soit des bonus à ramasser, ce sera la gestion des collisions. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir.